heureuse de vous retrouver pour le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. L'équipe nationale des moins de 20 ans reçue par le chef de l'État juste avant son départ du Qatar. Le président Alassane Ouattara a apporté soutien et encouragement aux éléphantos qui sont au Qatar pour participer au tournoi des 4 nations. Elles approuvent les différents combats menés par la première dame de Côte d'Ivoire. Les femmes parlementaires de la CEDEAO l'ont signifié ce mercredi lors d'une audience que leur a accordée la première dame Dominique Ouattara. On en parlera avec Mahama Traoré dans une poignée de secondes. En août 2017, l'État de Côte d'Ivoire signait avec les organisations syndicales un protocole d'accord instituant une trêve sociale. Objectif visé, mettre fin à une longue période de grève au sein de la fonction publique. 13 mois après, quel est le bilan? On le fera tout à l'heure avec Grace Kando. Mais avant, je vous le disais tantôt, l'équipe nationale des moins de 20 ans a été reçue par le chef de l'État juste avant son départ du Qatar. Le président Alassane Ouattara a apporté soutien et encouragement aux éléphantos qui, justement, sont au Qatar pour prendre part au tournoi des 4 nations. À Ouattara. Le tournoi des 4 nations des jeunes de moins de 20 ans, U20, regroupant le Qatar, la Côte d'Ivoire, le Vietnam et l'Uruguay, se déroule à Doha du 14 au 20 septembre. Ces éléphantos, conduits par Hervé Siaba, membre du comité exécutif de la FIFA, sont venus saluer leur capitaine, le président de la République, Alassane Ouattara. L'initiative de la FIFA, c'est de préparer ces jeunes gens, ces enfants, à les aguerrir pour participer aux grandes compétitions. Déjà en 2013, ils ont été champions d'Afrique. En 2017, ils ont été médaillés d'argent au dernier Jeux de francophonie à Abidjan. Vous êtes le capitaine des éléphants. Nous sommes venus prendre une bénédiction pour que la bénédiction puisse accompagner ces enfants à notre Cannes 2021 et 2022 à la Coupe du Monde. Vu que ce n'est pas permis à tout le monde de rencontrer le président, donc on est forcément motivé. Je pense que la prochaine rencontre, ça va être mieux pour nous. Le président de la République, qui vient d'achever une visite officielle au Qatar, a tenu à recevoir ces jeunes pour les encourager. Vous êtes en même temps, disons, des ambassadeurs de notre beau pays et je voudrais vous féliciter. Et je sais que le premier match ne s'est pas très bien passé, mais c'est normal après le voyage et le décalage. Mais je suis confiant que pour les autres matchs, vous allez relever le défi. Parce que découragement n'est pas ivoirien, n'est-ce pas? Voilà. Je voudrais vous dire toute notre fierté pour ce que vous faites, pour ce que vous représentez pour la nation, votre contribution, et vous dire que vous êtes l'avenir de notre pays, et donc c'est le socle. Donc l'avenir de la Côte d'Ivoire et nous sommes très heureux. Nous avons signé un protocole au plan culturel et sportif. D'ailleurs, l'émir a décidé que tous les Ivoiriens qui seraient ici pour des études ou pour des séjours d'études ou de formation seraient boursiers. C'est-à-dire que donc ça ouvre des perspectives. C'est vous dire que nous pensons à la jeunesse chaque fois que nous faisons ces déplacements. Nous avons des compétitions importantes à venir, la Cannes en 2021 et puis en 2022, bien sûr, la Coupe du Monde. Et je suis sûr que cette fois-ci, nous allons tout faire pour que nous soyons parmi ceux qui vont jouer. Je suis certain que certains d'entre vous feraient partie de l'équipe nationale. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance à chacun de vous. Battus 3-1 par l'Uruguay lors de la première journée, les éléphantos vont affronter le Vietnam pour le compte de la seconde journée. Le vice-président de la République est rentré des États-Unis où il représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Un séjour à Washington pour prendre part à l'hommage rendu à André Young, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid. Un dîner gala a été offert à l'occasion aux compagnons de lutte de Martin Luther King. C'était donc en présence de Daniel Cablan-Duncan. On fait le point avec Jérôme Kofi Abola. Un jour mémorable dans la capitale américaine, Washington.
ce lundi 17 septembre 2018 pour rendre hommage à Andrew Young, figure emblématique de la lutte pour les droits des Noirs américains ou des Afro-Américains. C'est le National Harbor Hotel, MGM, qui est choisi pour abriter cette cérémonie. Il s'agit précisément d'un dîner gala destiné à magnifier ce compagnon de Martin Luther King dans le combat pour l'émancipation des Noirs aux États-Unis. Soirée grandiose, à la dimension de l'illustre personnalité. Elle est marquée par des prières à son endroit, des témoignages sur toutes ses actions pour les causes de la paix et de la justice entre les hommes, des chants ainsi que des applaudimètres dans une ambiance de communion et de partage. Bref, tout ce qu'il faut pour rendre ce moment agréable devant le parterre de convives. L'un de ses invités, tant en quantité qu'en qualité, est le vice-président ivoirien. Il est à ce titre le représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, c'est un grand privilège d'être à cette cérémonie. C'est également l'occasion qu'il saisit pour saluer la grandeur de son hôte qui, conformément au rôle de sa fondation, appelée Andrew Young Foundation, contribue à la réalisation de grands projets de développement, notamment dans le système éducatif à travers le monde. Elles approuvent les différents combats menés par la première dame de Côte d'Ivoire. Les femmes parlementaires de la CEDEAO l'ont exprimé ce mercredi lors d'une audience que leur a accordée la première dame Dominique Ouattara. On en parle avec Mahama Traoré et Alvor Assa. Une délégation de 25 femmes au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Elle représente le réseau des femmes parlementaires de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Créée en 2010, cette association mène le combat de la parité et de l'égalité et des genres dans la sous-région. Elle mène également des actions humanitaires. Nous avons demandé son soutien pour le renforcement des capacités des femmes du Parlement, de la CEDEAO, de nous soutenir surtout dans la promotion et l'émancipation de femmes. Bien sûr que c'est souvent politique, mais elle a dit qu'elle partage, surtout quand on parle de parité. Elle voudrait bien aujourd'hui qu'on parle de la femme à tous les niveaux, que ce soit sur le plan électif ou le plan nominatif. La première dame, Dominique Ouattara, a saisi l'occasion de cette rencontre d'échange pour présenter à ses hôtes les activités de la fondation Children of Africa. J'ai créé cette fondation en 1998, quand nous étions encore aux États-Unis, d'où le nom en anglais d'ailleurs, qui est une fondation internationale qui a été créée donc aux États-Unis, en Côte d'Ivoire et en France également. Nous travaillons dans 11 États d'Afrique et nous avons des partenaires privés, nationaux et internationaux. Au niveau de la santé, nous avons des campagnes de vaccination. Souvent, il s'agit de la fièvre typhoïde ou de la méningite, parce que c'est des affections qui sont les plus courantes. Et nous avons également une caravane ophtalmologique. Nous équipons les hôpitaux et les centres de santé à l'intérieur du pays, comme c'est souvent le cas. Récemment, en mars dernier, nous avons pu livrer l'hôpital mère-enfant qui a été construit et équipé par la Fondation et qui comporte 130 places et lits. Cet hôpital est un hôpital dont personnellement la Fondation, nous sommes très fiers parce qu'il a fallu obtenir beaucoup de moyens. Donc les gens ont dû nous faire confiance. C'est un hôpital qui a coûté 25 milliards de francs CFA et qui aujourd'hui rend beaucoup de services à la population. Cette toute première rencontre a été le lieu pour le réseau des femmes parlementaires de solliciter le soutien de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, notamment en vue de mener un plaidoyer auprès des autres premières dames de la sous-région pour l'amélioration des conditions de la femme. On s'intéresse à présent à la 4e revue du programme économique et financier pour la période 2016-2019, programme qui a pour objectif d'accompagner la mise en œuvre du plan national de développement. Cette 4e revue a été lancée officiellement ce mercredi par le ministre de l'économie et des finances. Le reportage est signé Jean-Jacques Kwameala. Au premier trimestre de l'année 2018, selon les statistiques du Fonds monétaire international FMI, la Côte d'Ivoire a enregistré une bonne performance économique grâce au dynamisme de la consommation et l'amélioration des finances des entreprises. Résultat, taux de croissance d'environ 8%, une inflation maîtrisée
et un ratio d'endettement de 42% du produit intérieur brut en deçà de la norme communautaire. Des résultats qu'il faut maintenir, souligne la chef de mission du Fonds monétaire international à l'occasion de cette 4e revue du programme économique et financier, période 2016-2019. Les deux parties vont passer en revue les différents critères de performance et repères indicatifs définis conjointement avec le FMI au regard des évolutions de l'économie ivoirienne à fin juin 2018. La stratégie de la mission se découle autour de 3 axes. Première, c'est la convergence à la norme budgétaire de 3% du PIB pour le déficit budgétaire pour l'année prochaine. La deuxième, c'est la poursuite de la mobilisation des recettes domestiques. Et la troisième, c'est de continuer à préserver et à soutenir le développement parallèle du secteur privé. Sur chacun de ces points, des éléments de réponse ont été déjà transmis à l'équipe du Fonds monétaire international et pourront être complétés et affinés lors des séances techniques avec les services. Je reste persuadé que les différents échanges avec nos équipes permettront de définir les meilleures actions à entreprendre par le gouvernement pour le respect des engagements pris dans le cadre du programme économique et financier. Le programme économique et financier a pour objectif d'accompagner la mise en œuvre du programme national de développement, période 2016-2020. La contribution du FMI s'élève à ce jour à 280 milliards de francs CFA. La mission d'évaluation du FMI va séjourner en Côte d'Ivoire du 19 septembre au 3 octobre prochain. En août 2017, l'État de Côte d'Ivoire signait avec les organisations syndicales un protocole d'accord instituant une trêve sociale. Objectif visé, mettre fin à une longue période de grève au sein de la fonction publique. Un an après, les deux parties ayant pris des engagements de part et d'autre, ces deux parties se sont retrouvées pour faire le point, un bilan que nous dresse ici Grace Kando. Les organisations syndicales se sont engagées à privilégier la voie du dialogue social pour trouver des solutions idoines à leurs revendications. En contrepartie, l'État s'est engagé à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. C'était en août 2017, à la signature du protocole d'accord instituant la trêve sociale. 13 mois plus tard, les deux parties font le point. 90% des points d'accord ont été mis en œuvre, de l'appurement du stock des arriérés à l'intégration des journaliers à la fonction publique en passant par la modification de la pension de retraite 2012. Les revendications sur lesquelles nous avons fait la grève générale, nous avions 5 points et sur les 5 points, l'État a concédé l'ensemble des points. Les manquements que les fonctionnaires ont relevés, c'est que ils ont noté qu'au niveau du stock des arriérés, par exemple, il y avait une lenteur dans le paiement, un émiettement, une absence d'un chronogramme clair qui indique à quel moment chacun sera payé. Le gouvernement est en train de faire la mise en œuvre. Le gouvernement a tenu toutes ses promesses. Je veux demander aux organisations syndicales de respecter leur partie. Surtout la partie de revendication dans le dialogue. Un comité de suivi de ce protocole d'accord sur la trêve sociale, dirigé par la primature, a été mis sur pied pour veiller au respect des engagements. Ce comité de suivi, qui est composé paritairement de l'administration et donc les organisations syndicales, se réunit de manière régulière pour procéder à l'évaluation de l'application de l'accord avec les syndicats. Et je peux vous assurer que les choses se passent très bien avec les partenaires sociaux. Promotion du dialogue social dans le secteur privé, prévention et gestion des conflits, techniques et approches des négociations en matière de revendications syndicales, autant de sujets qui seront abordés au cours de cette rencontre. Voilà, trêve sociale 13 mois après. On faisait le point avec Grace Kando, avec qui on reste justement pour évoquer cette fois l'achat de fournitures scolaires en cette période de rentrée scolaire entre librairies conventionnelles et librairies informelles, encore appelées librairies par terre. Les parents ont le choix, un choix souvent porté par diverses raisons que justement notre reporter a tenté de comprendre.
Rentrée scolaire rime avec achat de fournitures. Quelques jours après l'ouverture des classes, les parents d'élèves se bousculent encore dans les librairies. Célestin a choisi ce moment pour acheter des ouvrages de sa fille en classe de 4e. Son choix s'est porté sur du neuf. Quand un enfant a des ouvrages un peu nouveaux, ça le motive pour le travail. Ici, quand vous venez, bon, vous avez tout en place, vous prenez une bonne foi, et puis bon, tout sur place, et puis bon, vous partez. Tout comme Célestin, plusieurs parents d'élèves préfèrent offrir des ouvrages neufs à leurs enfants pour diverses raisons. Je préfère acheter les nouveaux livres parce qu'il n'y a pas de taches dedans. Là, les enfants voient bien pour étudier. Avec d'autres, ils ont déjà utilisé. Souvent, il y a des taches. Souvent, il y a des pages aussi qui sont enlevées. Je préfère les nouveaux livres par rapport aux anciens. Souvent, quand on prend les anciens livres sur le marché, c'est les livres volés. Maintenant, pour éviter qu'on accuse l'enfant de vol à l'école, je préfère les nouveaux livres sur le marché. Pendant que certains parents d'élèves optent pour de nouveaux livres, d'autres se tournent vers les librairies à ciel ouvert, communément appelées librairies parterres, pour des critères financiers. Et pour cause, c'est avantageux, ça nous revient un peu moins cher quand même. C'est vrai qu'on paye quelque chose, mais c'est encore mieux par rapport à payer le nouveau. Par exemple, le livre de physique, le nouveau peut coûter 11 000 secondes, comme ça fait 11 000. Alors que si tu es venu avec l'ancien livre, tu changes, tu mets peut-être, elle va te dire 2 000 bien 1 000 francs dessus, au lieu de payer 11 000. Voilà, c'est selon les livres et puis les prix des livres aussi. Kadi, vendeuse d'anciens livres, explique le fonctionnement des échanges entre vendeurs et parents d'élèves. La pratique consiste à troquer des ouvrages de l'année écoulée contre ceux de l'année en cours en y ajoutant une petite somme d'argent. C'est selon l'état de votre livre qu'on vous fait l'échange. Maintenant, si vous envoyez un livre qui est un peu vieux, que vous voulez un nouveau, on fait le prix. Si ça vous arrange, il n'y a pas de souci. Mais ils veulent beaucoup les livres un peu plus propres. C'est les livres de maths. Maths, physique, français, anglais. C'est ce qui sort beaucoup. Voilà, au niveau des échanges. Pour ceux qui ont beaucoup d'enfants, c'est encore moins coûteux. Même souci d'économie au Collège Notre-Dame d'Afrique de Biétré. Chaque année, une foire aux livres est organisée. Elle permet aux parents d'élèves d'acheter des ouvrages à coût réduit. Ce qui est bien, c'est que ce livre, à 6 000 francs, on peut le trouver à 12 000 francs à la librairie. C'est ce que vous voyez. Ce livre de mathématiques m'a été vendu à 4 000 francs. Il peut aller jusqu'à 9 000. Donc je viens de faire une très belle affaire. En tout cas, je suis content et je suis heureux. Chaque année, les élèves qui passent en classe supérieure, à cette fois-là, viennent vendre leurs livres à moitié prix et puis à racheter pour la classe supérieure. C'est pour permettre aux parents qui n'ont pas les moyens de venir se procurer les livres pour la rentrée. Oumou, élève en classe de première, est comme ses autres camarades venus vendre ses livres. Je suis venue avec 3 livres et finalement j'ai pu les vendre. Et comme je passe en première, ça me permettra d'acheter mes livres de première et d'aider mes parents financièrement. Des établissements transformés en librairies éphémères ou troquent dans les librairies par terre. Toutes les solutions sont bonnes pour les parents, particulièrement soucieux à chaque rentrée scolaire. Surtout quand les manuels changent, ce n'est pas le cas cette année, contrairement à la rumeur. Sur la question, la direction de la pédagogie et de la formation continue rassure. Si vous êtes au primaire, les nouveaux livres qu'on a sont des livres qui datent de 4 ans. Ça, c'est au CP1, CP2. Au CE1, CE2, CM1, CM2, les livres remontent à 8 ans. Nous sommes seulement en train de les écrire, de les changer. Ça sera dans 1 an, 2 ans qu'on va les changer. Donc, c'est pour rassurer les familles que les livres n'ont pas changé. Chaque année, de nouveaux livres arrivent, c'est vrai. Mais on n'a pas mis un autre, les anciens livres dehors. Seulement, les nouveaux livres sont plus conformes au programme. Donc, ils sont plus utiles. Librairie conventionnelle ou librairie par terre, les parents d'élèves s'activent à offrir des ouvrages à leurs enfants. Pour cette rentrée scolaire 2018-2019, ce sont 7 millions d'enfants qui sont attendus.
On change complètement de sujet. La commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et professionnels de la communication, CIJP, a ouvert sa session ordinaire d'attribution de la CIJP au titre donc de l'année 2019, session présidée par le ministre de la Communication. Au nombre des innovations, notez que les chargés de communication, les webmasters et autres community managers sont désormais habilités à s'offrir la CIJP. Walter Amadou Ouattara. La session ordinaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication CIJP 2019 est ouverte. Les conditions pour obtenir la carte restent inchangées. Il faut remplir une demande accompagnée entre autres d'une attestation de travail, une copie légalisée du diplôme justifiant le niveau d'instruction, l'original de l'extrait de l'acte de naissance, la photocopie de la carte nationale d'identité CNI, s'acquitter d'un montant de 10 000 francs CFA. Aujourd'hui, la loi vient d'ajouter les chargés de communication, les attachés de presse, les community managers. Tous ces gens-là aujourd'hui peuvent venir demander et obtenir la carte s'ils remplissent les conditions. Mise en place depuis plus de 10 ans, la carte CIJP donne des avantages socio-professionnels à son détenteur, notamment la protection liée à la nouvelle loi sur la presse, l'obtention facilitée du visa pour les missions à l'étranger. Également, elle fait bénéficier à son détenteur le projet « Un journaliste, un ordinateur ». La carte CIJP dont vous bénéficierez confère à la Corporation des journalistes et professionnels de la communication des devoirs et des droits parmi lesquels votre protection et votre sécurité dans l'exercice de vos fonctions. Elle rassure votre rôle dans l'accès à l'information équitable à l'ensemble des concitoyens. Soyez-en dignes, méritez-la, honorez-la. Un appel à la responsabilité ainsi lancé par le ministre de la Communication et des Médias. Les demandes seront reçues jusqu'au 2 novembre 2018. Environ 1000 dossiers de journalistes et de professionnels de la communication sont attendus au 17e étage de la Tour C au Plateau. Fréquence 2 innove également avec la radio filmée. Les auditeurs auront désormais la possibilité de suivre sur le digital des émissions, cela dans un studio totalement relooké. En tout cas, les meilleurs moments de 3 de vos émissions enregistrées et diffusées sur les chaînes de la RTI. Lancement de cette révolution numérique qui a eu lieu lundi avec Issa Yeo. Une révolution dans le monde des médias en Côte d'Ivoire avec le concept de la radio filmée. 3 émissions quotidiennes et une hebdomadaire de fréquence 2 sont désormais disponibles en direct sur le digital. Des capsules de ces émissions seront également filmées et présentées sur les chaînes télé de la RTI, radio-télévision ivoirienne. La direction générale de la RTI a pris la disposition pour réussir ce pari. Un studio flambant neuf doté de 3 caméras et de matériel de pointe de dernière génération. Des commodités de travail pour permettre aux animateurs de fréquence 2, la fréquence des jeunes, de séduire le public avec des productions de qualité. Comme c'est le cas ici, à l'émission Place Publique, animée par Guy Michel Ablé, qui effectuait pour la circonstance sa rentrée des classes. Fréquence 2 fait partie des 5 meilleures radios les plus écoutées en ce moment, selon les sondages de la structure Africascom. La radio filmée va donner encore une autre couleur à la chaîne, selon les responsables de la RTI. Une autre façon de voir la radio, désormais ils ne se contenteront plus d'écouter, ils pourront voir. Ils auront le choix de soit se contenter du son ou d'associer l'image et de vivre l'ambiance en direct des studios de fréquence 2. Quelqu'un pourra me dire, mais on a l'habitude de voir des images des studios de radio, mais ce ne sera pas dans le même format parce que cette fois, c'est vraiment de la vidéo faite pour la radio et on va dire que la télévision ou du moins la radio s'invite à la télé. Nous savons tous que la concurrence sera rude, mais nous ne cessons de le dire, la RTI ne sera pas débordée. La RCI sera à la hauteur. Et cette cérémonie que nous venons de voir nous rassure. Ce n'est pas la première fois, nous avons déjà commencé certaines actions. Ce que nous venons de voir vient s'ajouter à ce que nous avons commencé à faire. Après Fréquence 2, le directeur général Amadou Bakayoko a promis également de mettre les moyens à la disposition de Radio Côte d'Ivoire pour être à la hauteur de ses ambitions.
On ouvre la page politique de ce mercredi avec le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui s'offre également une chaîne de télé numérique baptisée Rassemblement Web TV. Et cette télé numérique fera la promotion des actions du gouvernement, des actions du chef de l'État, également des idéaux du RHDP. Abou Sanogo. Pour gagner la bataille de l'opinion, le RHDP se dote d'un instrument de communication, Rassemblement Web TV, une chaîne en ligne qui vient véhiculer les idéaux du RHDP, unifier et rendre visible l'action gouvernementale. Son credo, l'information vraie pour tous. Le lancement s'est fait en présence de plusieurs personnalités du RHDP. À ceux qui ont en charge de faire vivre cette télévision, j'apporte tous mes encouragements ainsi que ceux de l'ensemble des présidents des partis membres du RHDP. Je vous dis également, faites-en bon usage et surtout, ne restez pas trop confinés à Abidjan, car c'est dans le pays qui se passent des choses intéressantes à montrer. Il s'agit pour nous aujourd'hui de faire en sorte que l'information vraie et juste soit à la disposition donc de l'ensemble de nos concitoyens. Et je suis heureux que ce projet ait pu être possible. Cette Web TV va être un instrument pour vulgariser les actions du président de la République, les actions du gouvernement. C'est un outil qui va nous permettre de former les populations. C'est pour nous aussi l'occasion de présenter tout ce que nous faisons aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Donc c'est une télévision qui vient à point nommé. Rassemblement Web TV présente des programmes attractifs et variés et qui donnent une vision d'ensemble sur la vie et la politique en Côte d'Ivoire. On note le magazine, les reportages, les émissions de débat, les échos du Conseil des ministres et le grand journal entre autres. Cette nouvelle chaîne veut se rapprocher des populations. Nous avons donc une chaîne qui va nous permettre donc véritablement de permettre aux Ivoiriens d'être toujours près de nous et nous aussi d'être toujours près des Ivoiriens. Avec le phénomène des fake news, des mauvaises informations, il est important de véhiculer la vraie information en temps réel. Et donc la mise en place de cette chaîne de télévision va faciliter la communication non seulement au plan gouvernemental, mais au plan du rassemblement des oufouettistes. Ça va booster les actions, ça va nous permettre de consolider nos bases. Le lancement du Rassemblement Web TV a été suivi d'une émission directe. Les invités ont débattu de plusieurs sujets, notamment les élections locales, le retrait du PDCI du RHDP et la loi d'amnistie. Toujours en politique, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPC, a commémoré ce mercredi 19 septembre la disparition de feu le général Robert Gueye, président fondateur du dit parti. La cérémonie organisée en son honneur s'est déroulée au siège du parti ici à Cocody. On y retourne tout de suite avec Olivier Réby et Abou Sanogo. 19 septembre 2002, 19 septembre 2018, 16 ans que le général Robert Gueye a disparu. Les militants de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, parti dont il fut le fondateur, n'ont pas voulu passer sous silence la date à laquelle il a été arraché à l'affection des siens. Venus des différentes régions du pays, ces militants se sont rassemblés à Abidjan pour se souvenir de celui qui hier les a rassemblés autour du parti. Nous sommes là pour prier pour lui, pour prier pour le repos de son âme, le repos de l'âme de son épouse, pour prier pour le repos de l'âme de tous ses compagnons qui sont partis ce jour. Nous sommes là pour prier pour sa famille, pour ses enfants, afin que tous, dans ce qu'il leur a laissé de chair, puissent grandir dans la santé et dans la paix. Au-delà de cette cérémonie d'hommage, qui selon les organisateurs va continuer jusqu'à la fin de cette semaine dans la région natale du défunt président de l'UDPCI, l'actuel président du parti Arc-en-Ciel pense que c'est dans l'union, la solidarité et le pardon que l'œuvre de développement du pays à laquelle feu Robert Gueye a participé peut se poursuivre. Nous avons souffert, et nous UDPC en particulier, de cette longue crise dont nous avons peine à nous sortir. J'ai foi que nous saurons nous rassembler et l'UDPC et son président joueront un rôle essentiel dans le rassemblement des Ivoiriens, dans le rétablissement d'une Côte d'Ivoire en laquelle nous ayons tous confiance.
Piquet d'honneur, prestations d'artistes ont été les autres moments forts qui ont marqué cette cérémonie d'hommage au siège de l'UDPCI. L'actualité internationale nous conduit ce soir en Birmanie, en Corée du Nord, également en République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, où l'opposant Jean-Pierre Bemba fait appel après donc le verdict de la CPI. Laurent Sachaud et Sidonie Davila pour faire le point. Le président du mouvement de libération du Congo, MLC, décide de faire appel de la peine d'1 an de prison et de 300 000 € d'amende prononcée le lundi par la Cour pénale internationale CPI pour subornation de témoins. Jean-Pierre Bemba ne retournera plus en prison compte tenu des années qu'il a déjà passées en détention provisoire. Mais au-delà d'une réduction de peine, la défense de l'opposant congolais espère une annulation de sa condamnation pour subornation de témoins. À l'issue de la rencontre entre les deux dirigeants des deux Corées, Kim Jong-un et Moon Jae-in se sont mis d'accord sur certaines mesures visant à dénucléariser le Nord. Un accord qui se concrétise après une troisième discussion directe en 6 mois. Pyongyang s'est dit prêt à fermer de façon permanente son site d'essai de missiles, en présence d'inspecteurs internationaux. La Corée du Nord s'est aussi engagée à fermer de façon définitive son principal site de recherche nucléaire, mais à condition que les États-Unis prennent de leur côté des mesures correspondantes. La mission d'établissement des faits de l'ONU sur la Birmanie a présenté les conclusions de son enquête sur la situation des Rohingyas et demandé que l'armée birmane, qui continue de contrôler en grande partie la Birmanie malgré une démocratisation entamée en 2012, soit exclue de la vie politique dans le pays. La Cour pénale internationale CPI a décidé d'ouvrir un examen préliminaire concernant la déportation présumée des Rohingyas, une étape cruciale avant l'ouverture éventuelle d'une enquête formelle sur ce qui pourrait constituer un crime contre l'humanité. Commentaire de Sidonie Davila qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.